l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jérôme Denis. Alors, Jérôme Denis est un sociologue français qui travaille comme chercheur au sein du Centre de sociologie de l'innovation de l'École des Mines à Paris. Alors, c'est un centre très connu qui a été dirigé plusieurs années par de grands noms de la sociologie. Bruno Latour y a d'ailleurs travaillé de nombreuses années. Dorénavant, vous en êtes le directeur depuis quelques mois et votre travail se concentre notamment sur les questions liées à la sociologie de la technique et des sciences, ainsi que sur les études de l'innovation. Vous avez co-signé un livre important avec David Pontille, Le soin des choses, politique de la maintenance, aux éditions La Découverte en 2022. Jérôme Denis, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, il y a une chose assez frappante dans vos travaux, c'est votre passion pour des petites choses, ou en tout cas des choses qu'on a tendance peut-être à ne pas toujours regarder. Exemple, vous avez suivi des effaceurs de graffiti dans des métros parisiens, vous avez étudié la signalétique toujours dans les métros parisiens, vous êtes beaucoup intéressé à la question de l'écriture. D'où vient cette passion pour les petites choses ? Alors ça, c'est une bonne question. Si je remonte peut-être à des grands auteurs de sociologie, c'est certainement Goffman qui est le plus important dans cette histoire-là. Erving Goffman, qui s'est beaucoup intéressé au quotidien, en fait, et aussi à ce qui d'habitude ne vaut pas vraiment comme objet sociologique pour la vraie sociologie, la belle sociologie. Donc je pense que c'est très lié à ça. Ça vient à une espèce aussi d'intérêt pour des choses un peu moins sérieuses que ce qu'on a l'habitude de voir. Je pense que Georges Perec aussi a joué un rôle important dans cette affaire-là, ce qu'il appelle l'infraordinaire. C'est-à-dire, c'est aussi quand même cette hypothèse qu'une grande partie de ce qu'on considère comme ce qui fait le social, ce qui tient nos relations d'êtres humains à vivre ensemble, ça se passe peut-être là où on ne pense pas que ça se joue véritablement, dans des petits objets, notamment dans des objets déjà, tout simplement, et pas simplement dans des structures, on va dire, qui seraient dans la tête des gens. Et puis dans des choses qui ont l'air très banales, et qui sont souvent aussi l'objet du travail ou de l'activité de personnes qui elles-mêmes sont mal reconnues. Et donc c'est lié à ça. Et c'est donc l'autre partie peut-être de mon inspiration, c'est la sociologie du travail et l'intérêt pour aller voir ce que font les gens quand ils travaillent au quotidien. J'ai l'impression qu'on a eu un basculement dans les sciences sociales à peu près dans les années 70-80, où auparavant on avait des grands intellectuels qui faisaient des grandes théories sociales, mais qui étaient intéressantes aussi parce qu'elles nous offraient des prises sur le monde. Je pense, Foucault, Barthes, et on pourrait en citer évidemment énormément. Et dorénavant, on est dans des formes d'hyperspécialisation, des choses beaucoup plus petites. Alors on gagne évidemment en rigueur. Comment en fait on arrive à partir d'une situation qui peut avoir l'air d'être invisibilisée ou assez minuscule à quelque chose à une théorie peut-être plus sociale, une prise qui nous permettrait d'avoir des prises sur le monde. Alors ça, c'est une vaste question. Il y a deux choses. C'est-à-dire que je pense qu'il y a effectivement une tendance à l'hyperspécialisation dans plein de domaines de la vie intellectuelle, on pourrait dire. Et puis, il y a cette idée d'aller voir des choses qui ne comptent pas vraiment, sur lesquelles on peut aller regarder justement avec une prétention à la généralité, avec un regard en fait anthropologique, quoi. C'est-à-dire d'aller voir quelque chose et se dire en fait ça, c'est aussi la condition humaine. Et là, c'est une prétention assez forte, hein. Alors c'est vrai que la différence, c'est peut-être qu'il y a moins un autre aspect de la dimension des grands intellectuels des années 60-70, et puis avant, qui était l'histoire. C'est-à-dire où l'idée d'une grande tendance, des panoramas, des choses avec des grands moments de l'histoire du monde. Ça, c'est sûr que ça devient plus compliqué, notamment parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait pas très bien. C'est plus compliqué à raconter, ces grands panoramas. Mais il y a je pense qu'il y a quand même une forme de généralisation et d'ambition à penser des grandes questions contemporaines à partir de petites choses. C'est pas tout à fait les mêmes méthodes, c'est pas tout à fait les mêmes auteurs avec lesquels on discute. Ça fait peut-être une discussion plus forte avec l'anthropologie et la philosophie qu'avec une certaine sociologie. Après, les sciences sociales sont très multiples, donc il y a toujours quand même des acteurs qui font cet exercice-là. Ce qui, moi, m'importe dans la plupart de mes travaux, c'est que malgré tout, les personnes dont je parle comprennent ce que je raconte et peuvent parfois s'en resservir
pour alors soit valoriser ce qu'elles font, soit revendiquer même certains éléments, tout simplement augmenter leur salaire par exemple, qui est un peu simple mais important, parce qu'en fait à l'issue de certaines conférences par exemple avec lesquelles je peux me retrouver avec des gens dont je parle, pas exactement ceux que j'ai étudiés forcément, mais le genre de gens dont je parle, je sens cette espèce de rapport particulier. Donc ça donne une certaine prise, qui est une prise assez pratique et politique, sans doute un peu plus quotidienne que les grands récits, mais malgré tout opératoire. Vous avez des exemples pour illustrer ça, donc des dialogues que vous avez eu avec des gens que vous avez étudiés justement? Oui, alors j'en ai plusieurs. Mes deux grands sujets de recherche, c'est le travail des données, la question de comment est-ce qu'on fabrique et on nettoie et on met en forme des données avant qu'elles soient utilisables. Et je me souviens très bien que, notamment dans une grande banque où j'étais allé voir comment est-ce que les personnes corrigeaient des dossiers, où on avait des dossiers qui servaient simplement à créer un compte, par exemple. Puis en fait, en back-office, il y avait des gens, des femmes âgées, à qui on avait confié ce travail-là. Et en discutant avec elles et en comprenant, en leur expliquant ce que je faisais, les types de choses que je pensais importantes dans ce qu'elle faisait, que je voyais comme important, que je voulais faire compter, on va dire. On a eu des discussions absolument passionnantes sur des personnes justement qui se disaient c'est crucial que vous alliez raconter ça, y compris au management. Par exemple, qu'il ne faut pas compter le temps moyen de dossiers qu'on traite, parce qu'en fait, si on fait ça sur un tableau Excel, ça n'a plus aucun sens, parce que des fois, on a besoin de plus de temps, des fois moins de temps, et ça nous fait perdre complètement non seulement le sens du travail, mais l'efficacité de notre travail. Donc, faites remonter ces questions-là, par exemple. Et puis récemment, sur l'autre activité, enfin l'autre objet de recherche qui me passionne depuis quelque temps, qui est la maintenance, on a été invité avec David Ponty, mon collègue et co-auteur, à la Friche Belle de Mai à Marseille, où le directeur a eu l'intelligence de nous faire venir faire une conférence avec les mainteneurs de la Friche Belle de Mai, qui étaient un peu au départ pas forcément convaincus, on va dire, et puis petit à petit on les a vus s'animer, et puis on a discuté avec eux. Ils ont mis en avant des choses, ils ont retraduit une partie de ce qu'on racontait de manière un peu générale dans leur activité quotidienne, et puis ils ont vraiment fini en disant vous comprenez bien qu'effectivement ce qu'il faut d'abord premièrement faire, c'est augmenter notre salaire. À la fois en rigolant, et c'était pas c'était pas à ce point-là une blague, puisque notre question à nous, c'est comment est-ce qu'on valorise au sens très concret, et qui est une vraie question très difficile, les activités de maintenance, c'est-à-dire qu'est-ce que vaut le fait de faire durer les choses, on sait pas ce que ça rapporte en tout cas. Mais finalement, la discussion était, on a senti que le geste de valorisation qu'on essaye de faire, et de reconnaissance au sens un peu large, fonctionnait. Alors il fonctionnait non seulement parce que le directeur avait eu la bonne idée de les inviter, donc déjà il avait compris quelque chose dans ce qu'on faisait, mais même eux se sont retrouvés à mettre en avant leur savoir-faire, à donner du sens auprès du public qui était présent à leur activité, et éventuellement à revendiquer le fait qu'effectivement c'était une activité qui valait quelque chose, et sans doute un peu plus que ce qu'ils étaient payés à l'heure actuelle. Alors simplement pour des questions de compréhension, cette friche, est-ce qu'on peut redire ce qu'elle est, et puis quelles sont ces fameuses opérations de maintenance ? Alors la Friche Belle de Mai, c'est un énorme bâtiment qui fait plus de 40 000 m², si je ne me trompe pas, dans lequel il y a plein de choses en fait. Alors en plus c'est très particulier, c'est une copropriété avec les habitants du quartier Belle de Mai, qui est le quartier le plus pauvre de Marseille. Donc c'est un endroit assez extraordinaire, qui est, comme le dit je ne sais plus si c'est son directeur ou un de ses employés qui disait, c'est la gentrification ratée. Donc c'est un beau projet d'installation d'un lieu culturel dans un endroit extrêmement défavorisé, très ouvert à la population. On y voit plein de gens très différents circuler, les gamins sortir des écoles et aller faire du foot dans la cour. Il y a un musée, il y a de la restauration, il y a une bibliothèque, il y a plein de choses différentes. Et donc c'est une espèce de mini-ville dans la ville, et les activités de maintenance, elles sont de tous ordres. C'est d'ailleurs ce qui doit rendre ce boulot absolument passionnant, parce que c'est à la fois gérer la question de la climatisation. Comme il y a un musée, il y a des œuvres, il y a des choses extrêmement fragiles, et il faut vraiment faire super attention à l'état de la climatisation et de la circulation de l'air en général. Mais il y a de la serrurerie, il y a de l'infiltration, de la plomberie et de l'électricité. C'est vraiment tout corps de métier. Et ce qui est très intéressant, c'est que le responsable de la friche s'y était rendu compte, en prenant la direction il y a quelques années, s'était rendu compte en gros, l'incapacité à traiter en interne, d'avoir les bonnes compétences pour avoir des mainteneurs. Donc il a dû externaliser l'activité, un grand classique de la maintenance, mais par contre il a vraiment insisté pour que ce soit une externalisation, on va dire, de bonne qualité, et qui prenne soin des agents en question. Et notamment, il a insisté que les gens soient en présence de manière permanente, en CDI,
dans le site de la friche. Et que ce ne soit pas des gens qui sont, par exemple, balancés au gré des activités du pool de mainteneurs de la boîte. Et ce qui fait qu'ils savaient bien, et ils se rendaient bien compte, que le fait que les personnes connaissent ces gens-là au fur et à mesure en les voyant, eux-mêmes auraient un rapport aux différentes choses qu'ils utilisent un peu plus soigné, on va dire. Et puis, ils savaient bien aussi que ces personnes-là donnaient du sens à leur travail et étaient efficaces et étaient bonnes dans ce qu'elles faisaient si elles restaient et qu'elles, petit à petit, au gré de leurs activités, elles gagnaient en compétences et en expérience sur, je ne sais pas, tel ascenseur, tel type de serrure, pour reprendre les exemples, ou tel type de système de clim. Dans votre livre, toujours pour rester un peu sur ce rapport entre des études assez précises et détaillées et puis une tentative de monter un peu en généralité. Alors, c'est un livre qui est coécrit, donc on ne sait pas forcément qui a vraiment été à l'origine de l'enquête. Je prends une des enquêtes, moi, que j'ai trouvée qui m'a beaucoup intrigué, c'est celle des effaceurs de graffiti dans les métros parisiens. Concrètement, quand vous avez suivi ces personnes donc, qui effacent, qui nettoient, en prenant beaucoup de précautions d'ailleurs de ne pas abîmer la matière, qu'est-ce que vous avez appris tout au long de cette enquête ? Alors ça, c'est vraiment une enquête, c'est un vieux rêve qu'on avait, David et moi, depuis longtemps, qu'on avait même commencé dans les années, en 2006-2007, et puis finalement, on est parti sur l'enquête sur la signalétique, et on a relancé cette enquête un peu plus tard. Alors, c'est les effaceurs dans la ville de Paris, en fait, c'est pas dans le métro, c'est en ville. Alors, on a appris plein de choses, c'est-à-dire que déjà, c'est un peu c'est une forme de sociologie assez particulière aussi, c'est-à-dire qu'on considère que les gens qu'on observe sont les experts et pas du tout nous, quoi, hein. On va dire que c'est post-Garfinkel, un grand nom de la sociologie, qui considère que les gens ne sont pas idiots, pour le dire bêtement, mais en tout cas qui savent mieux en général que les sociologues, effectivement. Donc, en l'occurrence, les effaceurs de graffiti, ils sont assez passionnants parce que donc, ce sont plutôt des ouvriers peu qualifiés, là aussi relativement mal payés. Alors ça dépend un peu des entreprises dans lesquelles ils sont. Mais ce qui nous a frappé, il y a plusieurs choses qui nous ont frappé, mais une des choses qui nous a frappé, c'est la connaissance intime de la ville de ces acteurs-là. Alors, à la fois de comment fonctionne la ville en général, parce que c'est comme un peu toutes les activités de livraison, de déplacement dans la ville, il faut savoir, on passe son temps en fait à essayer de trouver un endroit où s'installer, à repérer les choses, à essayer de pas trop gêner la circulation dans la ville, même s'ils font ça pendant les heures où il fait jour, donc ils font pas ça en pleine nuit, donc ils sont pas planqués, contrairement à certaines autres activités de maintenance ou de nettoyage. Et puis, la chose qui nous a le plus frappé, c'est on a découvert que le premier geste qu'ils faisaient tous quand ils effaçaient un graffiti, c'était de mettre la main sur le graffiti et le mur pour... Alors pourquoi, d'ailleurs, on se demandait qu'est-ce qu'ils font, quoi. Et en fait, ils essayent de comprendre comment la matière s'est mélangée, parce qu'il n'y a pas un graffiti et un mur, il y a un truc tout mélangé. Et donc, ils nous racontent comment ils essaient de voir comment l'encre a migré dans tel ou tel type de pierre, ou comment elle a éventuellement, elle s'est incrustée dans un bois peint ou sur un rideau métallique. Et puis après... ils mettent en place leur intervention, donc ils décident quelle est la technique, est-ce que ça va être de l'eau, est-ce que ça va être du sable, est-ce que ça va être un produit chimique qu'ils appellent le bio, d'ailleurs, il y a plusieurs types de bio, mais enfin on sent qu'ils sont moyennement bio encore. Et puis, ils agissent, donc ils effacent un graffiti. Et c'est là qu'on bascule tout de suite dans de la philosophie, et notre idée aussi, c'est qu'une partie de ces gens-là sont en fait des philosophes pratiques, concrets, parce qu'ils doivent faire avec leurs mains la différence entre le graffiti et le mur. Or, elle n'est pas, en termes matériels, elle est plus faite, parce qu'en fait, la peinture est rentrée un peu dans le mur s'est abîmé, et ils doivent le faire sans abîmer la façade. Parce qu'effectivement, si on gratte, on peut faire disparaître complètement le graffiti, mais on aura abîmé la façade, c'est pas le but du jeu. Donc ils doivent produire le même mur, mais ils doivent le fabriquer, ce même mur. Et donc on les voit et ils nous racontent des choses passionnantes, même si elles sont en fait très triviales, c'est-à-dire j'ai mon grattoir qui gratte pas trop, que je me garde dans un coin parce que ça permet de pas abîmer. J'essaie de faire attention aussi parce que je me fais mal, parce que la lance, le machin, etc., ça crée des troubles musculo-squelettiques, les produits chimiques sont chimiques, donc j'ai des équipements de protection individuelle, mais en même temps, ils me gênent pour faire mon boulot, etc. Des grands classiques de la sociologie du travail. Mais on les voit faire tout ça sur un objet qui est très intéressant, parce qu'après, si on remonte sur ce que c'est que l'écriture en général et cette idée d'effacement, on a l'impression que l'effacement, c'est simplement d'enlever quelque chose et puis c'est réglé, quoi. En fait, c'est pas du tout ça ce qui se passe concrètement. C'est un savoir matériel assez délicat. C'est un rapport aussi à la ville qui est vraiment super intéressant. Je pense que c'est une des premières scènes qu'on a vues quand on s'est retrouvé au QG d'une des entreprises qui fait de l'effacement à Paris.
quelqu'un rentrait de sa tournée de sa tournée de travail et il était super choqué parce qu'il était tombé sur une scène assez classique, c'est-à-dire la maman et son enfant qui le croisent dans la rue, lui à quatre pattes en train de nettoyer devant le collège ou l'école et qui dit vraiment texto bien fort, tu sais, si tu bosses pas, tu finiras comme ce monsieur, quoi. Et là, il était complètement sidéré et il était alors sidéré par la violence de la situation, mais aussi il disait quelque chose d'intéressant. Il disait, mais les gens ne se rendent pas compte que vraisemblablement, c'est le même genre de personne qui ne veut pas de graffiti dans Paris, ce qui est par ailleurs discutable. Est-ce qu'on veut ou pas effacer les graffitis et moi, je sais bien faire ça. Et c'est moi qui rends service, en fait, à cette personne-là qui, vraisemblablement, aime le genre de ville sans graffiti que je suis en train de produire et qui ne se rend pas du tout compte que ce que je fais, c'est... alors, il ne l'a pas tout à fait dit comme ça, mais presque prendre soin de la ville. Donc, il y avait à la fois la violence sociale de la situation, mais il y avait aussi la non-reconnaissance du caractère assez crucial de cette activité-là, en tout cas pour ce que cette personne-là, cette maman en l'occurrence, vraisemblablement pensait être le bon état de la ville, l'état désirable pour la ville. Alors, toujours sur ce même domaine, enfin, bon, je dois avouer que vous avez été mon enseignant il y a des années à l'université. J'en garde un souvenir important. Et notamment, vous m'aviez fait lire un texte de Béatrice Frankel sur les écrits de septembre 2001, où spontanément, en fait, des gens étaient sortis dans la rue et avaient écrit plein de petits graffitis, petits mots. Alors, ceux-là, on ne les a pas effacés. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que dans cette mise en écriture un peu de la ville, est-ce que ces personnes qui effacent ont parfois un peu des dilemmes, des remords. Quel genre de négociation ils font avec finalement, en fait, cette phrase-là, elle est percutante, elle est forte, je suis assez d'accord, j'en sais rien. Enfin... Bah, oui, c'est un point... Il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans cette histoire-là. Alors déjà, nous, notre hypothèse, notre théorie même, c'est qu'on considère qu'en effaçant, ils continuent de participer à l'écriture de la ville, quoi. C'est-à-dire puisque justement, ils sont les petites mains en fait de ce qui est considéré comme politiquement insupportable ou pas, considéré comme désirable. Après les attentats à Paris, par exemple, alors ça, on l'a pas étudié, mais il y a des collègues qui l'ont fait. On aurait bien aimé l'étudier vraiment du point de vue des personnes qu'on a vues un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on n'enlève pas, jusqu'à quel point, qu'est-ce qui tout d'un coup, un slogan politique qui serait considéré comme pas tout à fait acceptable, devient acceptable pendant ce temps-là, puis finalement on finit par tout enlever. C'est absolument passionnant. Après, y a plusieurs choses, ce qu'on voit dans les dilemmes. Alors on voit des dilemmes qui sont effectivement liés à je suis relativement d'accord et puis j'enlève, si c'est un slogan politique par exemple, si c'est ce type de graffiti ou de tag. Il y a des dilemmes aussi sur, mince, si ça se trouve, ce machin-là est plus ou moins autorisé. Alors, est-ce que c'est un artiste autorisé ou pas? Comment? Donc là, il est complètement normal dans leur activité de faire gaffe et de se dire, je vais vérifier. Il y a des listes, en fait. Et ça, c'est quelque chose que Julie Valin, par exemple, qui a fait sa thèse sur à la fois l'effacement et la mise en culture des graffitis, montre très bien. C'est-à-dire que toutes ces politiques d'effacement de graffiti et l'activité des personnes qu'on a suivies est liée aussi, complètement connectée à une politique de mise en culture et de revendication d'un certain genre de graffiti désirable et souhaitable par la mairie. Donc il y a des tensions assez fortes en te disant, punaise, si ça se trouve c'est une œuvre d'art, si je l'efface ça va créer problème, ou le propriétaire en fait l'a payé, veut bien la garder. Donc il y a ce type-là de choses, et puis il y a aussi des moments qui sont très instables, c'est-à-dire que donc, dans la loi et dans le contrat que passent les entreprises, par exemple, un graffiti dit insultant, au sens un peu large du terme, mais justement, il doit être effacé en quelques heures. Alors que les autres, c'est 7 jours, quoi. Une fois qu'il est détecté, il faut mettre en place les choses, c'est une tournée, c'est plus long. Et on avait vu, on nous a raconté en tout cas une scène d'un jeune effaceur qui débarque toujours pareil au siège de la boîte et qui fait « Oh là là, je sais pas qui c'est à cab, mais il en a mis partout, quoi. » Et donc là, la patronne de la boîte blêmissant, disant « Non, alors par contre, il faut absolument tous les effacer parce qu'en fait, c'est une insulte. » Mais c'est vachement intéressant parce qu'en fait, il y a tout un tas d'écritures dans la ville, justice pour Adama ou des choses comme ça, qui sont pas forcément considérées, enfin, qui sont politiques, qui sont éminemment politiques, mais qui sont certainement pas de l'offense. Et où on voit bien, alors on a peu suivi ces cas-là parce qu'on n'était pas dans des situations vraiment comme ça, c'est un peu ce que je disais sur les attentats tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit c'est complètement flou cette notion de l'offense politique, évidemment. Et le type, en plus même de doctrine qui peut se mettre en place, ou de mandat que doivent avoir ces boîtes de la part de la mairie ou d'un ministère ou de la préfecture, par exemple. Donc ça donne à voir aussi le côté jamais complètement évident et mécanique de ces activités-là, quoi. C'est toujours subtil. Et puis,
Effectivement, là où elles sont, ce qu'elles disent et comment elles sont faites, ils le comprennent très bien et donc ils ont cette espèce de compréhension de ce qui se joue dans certains types de quartiers, par exemple, ou pour certains événements. On était au moment où le comité olympique, précisément, allait commencer à faire ses visites dans Paris pour savoir... Et là, en fait, ils nous disaient, voilà, on nous demande de nettoyer en fait, des parcours entiers parce que le comité va passer par là. Et donc ça crée des endroits dans la ville qui sont traités de manière complètement inégale. Tout d'un coup, tout est nickel, tout est rutilant, parce que non seulement on efface, mais en fait on repeint, machin, etc. Et puis juste à côté, c'est pas le cas. Et ça leur posait vraiment problème. En tout cas, ils voyaient le côté un peu cynique qu'il y avait dans leur activité quand elle était comme ça, ou alors parce qu'il y avait un ministre qui passait dans tel endroit et tout d'un coup, tout était parfaitement nettoyé. Il fallait que ce soit en ordre. Il fallait que ce soit en ordre, exactement. Alors, on va écouter une chanson que vous avez choisie. C'est Kim Gordon, I'm a Man. Take my hand, jump on my back, 'cause I'm the man. Pass me a black napkin, please. Dropped out of college, don't have a degree, and I can't get a date. It's not my fault. I'm not bringing home the juice. I'm not bringing home the bacon. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. So what if I like the big truck? So what if I like the big truck? Giddy up, giddy up. Don't call me toxic, just 'cause I like your butt. It's not my fault I was born a man. Come on, sweets. Take my hand, jump on my back, 'cause I'm the man. I'm not ideal, I'm a person. I won the war, but lost my way. But I can buy as much as anyone. I like to shave my beard just so, manicure my nails, put on a skirt. But at the end of the day, I lost my way. Don't make me have to hide or explain what I am inside. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. It's good enough for Nancy. Good enough for Nancy. I'm a man. Don't make me hide. Don't make me hide. I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man.
Donc on vient d'écouter Kim Gordon, I'm a Man. Alors pourquoi ce choix de musique ? Alors c'est un choix à multiples couches de motivation. Il y a déjà le contenu de cette chanson, j'aime beaucoup. Elle se moque complètement de la condition, de la soi-disant fragilité masculine, ou au contraire du pouvoir masculin encore aujourd'hui. Alors je travaille pas du tout là-dessus, même s'il y a une partie un peu de question de genre dans les travaux que je mène, même s'ils sont pas complètement adressés comme ça dans mes analyses, mais ils sont importants. Notamment dans le livre Le Soin des choses, où l'artiste qu'on a en couverture est une femme, et on y reviendra peut-être plus tard. C'est super important, mais surtout parce que Kim Gordon, elle faisait partie d'un groupe qui s'appelle Sonic Youth, qui est un groupe absolument crucial dans l'histoire du rock dit indépendant. Voilà, c'est eux qui ont présenté Nirvana, une major, c'est eux qui ont fait tout un tas de choses pour la musique indépendante, qui ont toujours navigué entre la pop et la musique expérimentale, et qui sont vraiment très très chouettes. Et elle est... donc maintenant, ils sont assez âgés. Et elle, en particulier, était un peu plus âgée que les autres. Alors, ils sont tous séparés parce que son couple a explosé il y a quelques années. Mais elle a 70 ans. Et donc, elle fait ce genre de musique expérimentale, toujours très bruyante, parce qu'elle aime beaucoup le bruit, avec un producteur de rap qui travaille avec des rappeurs. Voilà. Il a fait des sons pour Drake il y a quelques temps, et pour Kid Cudi et d'autres. Ce disque dans lequel elle fait beaucoup de bruit, et j'aime beaucoup le bruit par ailleurs, elle le fait en même temps avec un producteur qui fait des sons pour des rappeurs reconnus comme Drake ou Kid Cudi par exemple. Et il se trouve que cet album a une espèce de succès complètement inattendu sur TikTok notamment, parce que c'est là que maintenant on fait un peu d'argent quand on arrive à faire de l'argent avec de la musique, c'est sur TikTok. Et les gamins hallucinent complètement que cette dame de 70 ans fasse ce genre de musique-là. Et c'est très chouette parce qu'elle est complètement libre. C'est une figure de la vie new-yorkaise, mais elle est retournée à Los Angeles voilà, faire son art. Elle fait aussi de l'art visuel. Elle est un peu dans la mode et elle est dans ce genre de musique-là. Un profond respect pour cette personne. Alors on arrive bientôt à la conclusion de notre premier épisode, mais peut-être que justement, je voudrais qu'on ouvre déjà le prochain sur la question des opérations de maintenance, encore une fois. Hein, donc ces travaux souvent invisibles, réalisés par des hommes ordinaires, ces coups de chiffon, ces nettoyages, ces petits gestes de rien qui sont pourtant absolument essentiels, parce qu'ils font durer le monde. On parlera beaucoup de ça la semaine prochaine, mais peut-être avant de se quitter, comment on en vient à s'intéresser aux questions de maintenance. Ça s'est passé comment concrètement ? Alors c'est vraiment, pour le coup, une sorte d'épiphanie qu'on a eue avec David Ponty, mon collègue et ami et co-auteur avec qui je travaille depuis très longtemps. En 2007, on a fait une enquête avec justement Béatrice Frankel et puis Christian Likop. On faisait un projet de recherche financé par l'ANR. C'était la première fois que l'ANR avait lancé un appel ouvert, donc on l'a eu... quasi sur un malentendu, je pense, une enquête, un projet qui s'appelait Écologie et politique de l'écrit. Et parmi les très nombreuses choses, il y a puis Philippe Artière aussi qui était dans la boucle et qui travaillait lui sur la police de l'écriture à Montréal. Nous, on a travaillé sur la signalétique du métro. Et on était complètement fascinés par la signalétique du métro dans une version très Bruno Latour 1.0, on pourrait dire, c'est-à-dire on se disait comment est-ce que des objets assez anodins, toujours la même chose, écrits, graphiques, peuvent organiser le monde de cette manière-là. C'est quand même assez fascinant. Alors bon, ça ne doit pas fasciner tout le monde, mais nous, ça nous fascinait. Et on s'est dit, on va aller voir la genèse un peu de cette histoire de ces panneaux du métro parisien. Et donc, on a enquêté pendant plus d'un an sur toute l'innovation qui avait eu lieu dans les années 90, les enquêtes. Alors, c'était fascinant parce que c'est des acteurs qui étaient hyper sachants, en fait, qui avaient été formés en partie par Isaac Joseph, qui avaient lu les mêmes choses que nous sur ce qu'on appelle la cognition située, etc., qui avaient essayé de designer les mots du métro pour que des gens qui ne savent pas lire puissent quand même retrouver leur chemin, avaient standardisé les couleurs, etc. Bref, on arrive avec une sorte de résultat au fil de cette enquête qui est de dire si les panneaux arrivent à organiser le monde comme ça, c'est parce que ce sont des immobiles immuables, ils sont standardisés avec un énorme investissement dans la matière qui tient, dans le fait que les panneaux sont là tout le temps, bien normalisés, bien standardisés. Et puis on va voir la personne, une de nos informatrices, qui était responsable justement de la normalisation des signes, des panneaux, etc. On lui explique un peu tout ce qu'on a vu, on fait le point comme régulièrement, mais avec l'idée que c'est terminé. Et puis vraiment, juste avant de partir, elle nous fait « Mais est-ce que vous êtes allé voir les gars de la maintenance ?» On a dit non, on n'est pas allé voir les gars de la maintenance, mais par contre, on s'est dit « Punaise,
Ça, ce serait absolument passionnant, ça raconterait une autre histoire, et puis en plus on pourrait faire l'observation, ce qu'on n'avait pas fait, et nous on aime bien faire de l'observation, participante ou pas, mais... Et donc on va voir les fameux gars de la maintenance à Montreuil, le département M2E, donc une petite équipe qui n'est chargée que de la maintenance des panneaux, vraiment, et des panneaux du métro, en partie un peu du bus, mais c'est surtout les gens du métro qu'on est allé voir. Et là, le monde se retourne sous nos yeux, quoi. C'est-à-dire que les panneaux qu'on pensait solides, qu'on voyait à travers les chartes graphiques, qu'on voyait à travers les concepteurs, en fait, on les trouve en train de rouiller, en train de tomber, en train de s'abîmer, on les trouve vieux, on les trouve pas à jour de la charte, alors que ça fait 5 ou 6 ans que la charte est en place, voire un peu plus. Et on voit des gens qui s'en occupent tout le temps. Et on commence par se dire, merde, on s'est planté. En fait, on raconte ça, mais en fait, en vrai, les panneaux, c'est autre chose. Et puis, progressivement, on comprend que non, c'est juste les conditions et la vraie vie des panneaux pour que la partie standardisée, qui tient tout le temps, qui soit tout le temps là, etc., fonctionne, en fait. Et au même moment, donc on est en 2007, il y a Graham et Thrift qui écrivent un papier qui s'appelle Out of Order. Je me souviens plus le sous-titre, mais qui dit en gros il faudrait faire de la sociologie, de la réparation et de la maintenance. Nigel Thrift, un grand géographe, un peu le Latour de la géographie, on pourrait dire, de cette époque-là, qui était quelqu'un qui posait un peu des grandes lignes de la géographie humaine et de la philosophie un peu. On lit ça, on découvre un autre collègue, Chris Hankey, qui avait fait Towards the Sociology of Repair, qui s'intéressait aux gens qui réparaient au service support dans les facs, en fait, pour le dire simplement. Et là, on se dit, mais en fait, c'est effectivement, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter de faire la sociologie de l'innovation, j'exagère, mais il y a un monde entier de la maintenance dont personne ne parle. Et qui rejoint en fait notre argument, notre intérêt pour une certaine sociologie qui va de Goffman à Anselm Strauss par exemple, qui est la sociologie de qu'est-ce qui peut expliquer que les choses continuent d'exister, alors que normalement elles devraient sans arrêt se détruire, se casser, l'ordre social pour Goffman, l'ordre à l'hôpital pour Strauss, etc. On va s'intéresser à ce qui fait que le même est là, alors que tout le monde s'intéresse plutôt aux grands changements, aux grandes transformations. On va approfondir cette question la semaine prochaine. On va simplement se quitter sur un poème. Ça peut paraître curieux, mais il y a de la poésie dans ce livre. Et donc, vous pouvez peut-être juste nous dire en quelques mots pourquoi ce poème, et on va l'écouter juste après. Alors, c'est un poème absolument incroyable qui s'appelle Atlas et qui parle de la maintenance, justement, et qui en fait à la fois très subtilement des trucs un peu drôles, mais qui en même temps montrent à quel point, sur des petits exemples, notamment, il y a une marque d'huile pour les mécanismes, il y a 2-3 autres choses qui montrent en fait que la maintenance est absolument partout dans notre monde social, mais y compris d'ailleurs, il faudrait dire, du côté des animaux. Il y a des animaux qui maintiennent plein de choses et qui, en petites touches comme ça, racontent l'importance de la maintenance. Et au lieu de figurer Atlas comme un colosse qui supporte le monde, c'est que des petites touches comme ça, et c'est ça Atlas en fait. There is a kind of love called maintenance, which stores the WD-40 and knows when to use it, which checks the insurance and doesn't forget the milkman, which remembers to plant bulbs, which answers letters, which knows the way the money goes, which deals with dentists, and road fund tax and meeting trains and postcards to the lonely, which upholds the permanently rickety, elaborate structures of living, which is Atlas. And maintenance is the sensible side of love, which knows what time and weather are doing. To my brickwork, insulates my faulty wiring, laughs at my dry rotten jokes, remembers my need for gloss and grouting, which keeps my suspect edifice upright in the air, as Atlas did the sky. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Romain Huette.